Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Virginie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Les Sentiers du Possible et d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Alexandra et merci de m'accueillir. Je vais très très bien et j'ai très hâte que l'on discute ensemble. Ah, super. Alors, Virginie Legrand, il y a peut-être beaucoup de monde qui ne te connaissent pas. Tu es une passionnée de la cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur qui tu es, ton parcours et tout ce qui est intéressant de savoir? Alors, effectivement, je trouve ça inadmissible que tout le monde ne me connaisse pas encore. Je rigole. Donc moi, j'ai 43 ans. Effectivement, depuis 10 ans, je suis chef à domicile. Chef à domicile, ça veut dire que j'organise en fait des réceptions chez les personnes qui veulent recevoir, mais qui ne veulent pas faire la cuisine, ni organiser le service, ni même faire les courses. J'ai monté ça donc en 2013 et c'est vrai que ça marche très bien. Je m'amuse, je m'exprime et je rencontre beaucoup de gens. Et ce qui me plaît énormément, c'est de faire du sur-mesure. Voilà, donc je fais des menus sur mesure en fonction de ce que les gens aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Et comme ça, chaque menu est unique, chaque rencontre est unique et du coup, chaque prestation est unique. Ah, c'est génial. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as une vie pleine de sens et d'impact? Alors, je peux dire que j'ai une vie pleine de sens et d'impact parce que justement, ces rencontres sont éminemment enrichissantes, inspirantes, me permettent aussi de me réajuster aussi toujours au fur et à mesure de toutes ces expériences. Et puis, c'est surtout une vie qui me permet de m'accomplir et qui permet de savoir qui je suis et qui correspond pleinement en fait à qui je suis, quelqu'un de curieux, créatif et avide de nouvelles expériences tout le temps. Ok. Une vie qui correspond à qui tu es, c'est ça pour toi la définition d'une vie pleine de sens? Pour moi, une vie pleine de sens, c'est une vie qui mélange à la fois évidemment le côté financier et donc le côté très pragmatique de ce qu'est un business, et en même temps une vie qui, un peu dans le côté aussi très développement personnel et spirituel, et qui fonde ton identité et qui fait résonner en fait ce que tu as en toi et qui te permet de l'exprimer au monde. Voilà, pour moi, c'est ça une vie pleine de sens. Ah, c'est ultra intéressant. Et comment, du coup, j'ai une question qui me vient, c'est comment tu as fait, toi, ce travail sur toi pour justement te dire, voilà, c'est cette personne que je suis, c'est ça que j'aimerais faire. Alors, j'ai envie de te dire que ce travail d'introspection, il se fait naturellement au fil des rencontres négatives aussi, c'est-à-dire des expériences négatives, des moments de blessure, des moments qui font mal, où justement, tu ne t'attardes pas sur ça et tu te dis, OK, je rebondis. Le terme résilience est très, très, très utilisé aujourd'hui et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que tu tires le meilleur de toi quand tu as affronté le pire. Voilà, ça pour moi, c'est ça. Et du coup, comment j'ai réussi à m'aligner? J'ai réussi à m'écouter de plus en plus. J'ai réussi à faire du tri autour de moi. J'ai réussi à aller chercher la bienveillance chez les gens qui me l'offraient avec du cœur. Moi, j'ai la chance de faire un métier de vraiment d'émotion et où on donne beaucoup d'amour. Alors, ça fait un peu gnangnan et bisounours de dire ça, mais la cuisine, c'est de l'amour en fait. Donc déjà, alors moi, mon premier métier, j'étais prof. Donc, le métier d'enseignante aussi était un métier vers l'autre. Donc déjà, quand tu choisis un métier qui donne à l'autre, qui a un élan vers l'autre, ça veut dire que tu as conscience quand même de l'humanité et de la Mhm. générosité des uns et des autres. Mais c'est un vrai travail, et là j'ai 43 ans, je pense que j'ai commencé ça. En fait, je dis toujours, et ça je pense que ça va te plaire, que quand j'ai créé il y a 10 ans ma boîte, c'est là où je suis vraiment née. Ouais. Voilà, c'est à partir de ce moment que j'ai su que j'étais quelqu'un, un peu artiste, un peu dans mon monde, mais en même temps très chaleureuse, très généreuse, avec des aspirations et des ambitions communes. Le collectif compte beaucoup pour moi. C'est-à-dire, c'est très bien d'être en introspection, de savoir qui tu es, mais en fait, à quoi ça sert de savoir qui tu es? Ça sert pour donner le meilleur de toi aux autres.
Parce que les rencontres avec les autres, c'est ça qui se crée. Tu n'es pas dans ta bulle seule. Voilà, moi j'ai une fille de 15 ans, j'ai aussi envie de lui apprendre ça. Et c'est des codes en fait, c'est des codes un petit peu plus profonds que les codes que la société veut nous dicter. Ouais. Et je rebondis parce que c'est une question que je me pose beaucoup ces derniers mois. Est-ce qu'on peut avoir du sens justement en restant seul, tu vois, dans sa vie? Je serais curieuse d'avoir Ah, ton avis. c'est une vraie Ou est-ce que question. forcément c'est à travers les autres qu'on arrive à trouver du sens Je pense que mon travail, il est inachevé et que le vrai travail, quand il est fini, c'est justement d'être heureux seul avec toi-même. Voilà. Donc, Ouais. je pense que c'est ça, parce que regarde tous les religieux, les religieuses qui ne sont qu'en communion. Alors, ils sont en groupe, mais ils sont à la fois seuls et en même temps en communion avec Dieu, et ils trouvent leur profondeur là. Et ils ne sont pas Ouais, en mais ils train le de font au service networker. des autres. Tu vois, il y Ouais, a quand donc en même fait, cette ta notion question, de ouais, moi je service des pense, autres, tu vois. ouais, je pense que l'altruisme, en fait, l'altruisme, la générosité, sont le socle aussi d'une vie à impact. Tu sais, moi, tout à l'heure, je faisais comment dire, le parallèle, en tout cas le rapprochement entre le côté financier, évidemment, et le côté spirituel plus identitaire. Mais il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a effectivement les entrepreneurs qui cravachent juste pour avoir leur chiffre d'affaires et augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le chiffre. Voilà. Et c'est très important, on ne va pas dire le contraire. Mais tu en as d'autres qui sont à impact. Et moi, c'est vrai que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une publication sur LinkedIn où justement, je disais que mes rencontres, c'était mon carburant. Et que c'est ça qui me donne mon énergie. Voilà, moi, personnellement, Mm. c'est ça qui me donne l'énergie. Et comme en plus, je leur donne de l'énergie, ils me redonnent de l'énergie. Tu vois, la Ouais. réciprocité, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de la chose. Non, non, mais je pense exactement comme toi et c'est pour ça que Parfait. je me pose un peu ces questions de est-ce que c'est ça, on va dire, le chemin vers le sens Mm. ou est-ce qu'on peut vraiment avoir du sens en n'étant pas du tout tourné vers les autres, par exemple, et tourner seulement vers faire plus de chiffres ou sa petite personne. Non, C'est des questions où j'ai du mal à c'est un voir. autre logiciel. C'est un autre Ouais, logiciel d'esprit. Mm. ouais, exactement. Super intéressant. Tu as dit une phrase tout à l'heure que j'ai notée parce que j'ai Voilà. trouvé géniale. Tu tires le meilleur de toi quand tu as affronté le pire. Est-ce que Mm. justement, il y a eu des moments comme ça dans ta vie où bah, tu n'étais pas à fond dans une vie pleine de sens et c'était bien, mais pas waouh? Et comment tu as fait justement pour sortir de cette période? Alors, après, il y a plusieurs types de périodes. Là, si on se focalise sur une période de business qui a été difficile, moi, ça a été le confinement. Parce que le confinement, là, pour le coup, là, ça fait résonance aussi à ce qu'on se dit. Le confinement, je ne voyais plus les gens. Donc, je ne pouvais plus exprimer ma passion pour les autres. Donc, ça a été pour moi une période alors complètement vide de sens. C'est-à-dire que je me disais, je ne sers plus à rien. Alors que finalement, j'étais encore maman, j'étais une femme, j'avais pas de problème de santé, j'avais pas de problème d'argent, tu vois, mais ça a été une période qui a été pour moi éminemment terrible parce que une flamme s'était éteinte. Alors certains Mm. disent, ah oui, t'en fais un petit peu trop, mais non. Surtout, ce qui a été terrible, c'est que j'ai été contrainte de l'éteindre, cette flamme-là. Moi, la valeur qui compte le plus pour moi, c'est la liberté. Et j'ai toujours besoin de décider, alors ça peut être aussi pathologique, mais d'avoir le contrôle. Et là, ce qui a été pour moi terrible, c'est que je n'avais plus le contrôle. Donc, j'ai renoncé à ce qui m'animait, j'ai renoncé à ce qui me donnait du sens, les interactions avec les autres. Et du coup, bah, c'est là aussi où j'ai commencé. En fait, c'est grâce à cette période-là que j'ai compris ce qui m'animait. Parce qu'en fait, c'est quand tu perds quelque chose que tu comprends la valeur de la chose Mm. souvent. Et en fait, il y a vraiment un après, un avant-après. Et c'est drôle parce que ça, je ne l'ai jamais trop verbalisé en fait. C'est grâce à toi que je le verbalise. L'avant-après Covid, ça a été de vraiment prendre conscience que ce que je faisais, ça m'apportait. Ça n'était pas que je cuisine bien, je parle bien, j'aime les gens, etc. Non, ça m'apportait. Parce que dès lors que je ne l'ai plus eu, j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui était en moi très, très vide, enfin vacant. Ouais. Et du coup, bah, j'ai beaucoup communiqué sur ça. J'ai essayé de comprendre ce que ça m'apportait. Et puis bah, après, comme les gens ont commencé à comprendre, enfin tu vois, sur LinkedIn, je communiquais beaucoup. Donc je m'en suis sortie aussi comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai compris quelle était la richesse de ma profession, quelle était la richesse de mon identité. Et donc je me suis déployée, du coup, bah, beaucoup plus depuis 5 ans. Ouais, donc quand tu dis un avant-après, c'est au niveau, on va dire, de la marque personnelle, c'est-à-dire que tu as réussi Des deux. à Des les deux. deux?
En fait, ça a été avant-après en termes de crédibilité professionnelle et de visibilité, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de moi pendant le confinement et j'ai beaucoup parlé des restaurateurs, donc j'ai beaucoup parlé aussi du lien des gens avec la restauration, tu vois, que c'était un métier vraiment de cœur. Et après, pour moi, personnellement, parce que je me Mm. suis dit, pour que je sois à ce point-là si mal, et ça n'était même pas une question financière, ça veut dire que c'est quelque chose qui me touche plus profondément que je ne le pensais. Et que ce métier-là, finalement, cette passion est ancrée en moi plus profondément que je ne le pensais. Donc c'est aussi un côté personnel. Et Mais comment ça, du tu coup vois, quand c'est tu... drôle. C'est grâce à toi, ça. Je le comprends là aujourd'hui, en tout cas, de manière assez Ouais. limpide. Merci, Alexandre. C'est la magie de ce podcast, c'est faire poser des questions Mm. d'introspection et prendre conscience J'adore. de certaines choses. Et J'adore. j'aimerais bien revenir sur un autre moment plus ancien, ce moment où du coup tu es prof et tu décides Mm. de vivre de ta passion du coup de la cuisine. Je pense que tu devais déjà être passionné par la cuisine avant. Oui. Comment tu as fait ce switch? Comment tu en es arrivé à ces réflexions? Je suis pas sûre en plus qu'à l'époque, quand tu t'es lancé, il y avait beaucoup de chefs à domicile. Non. Non. Voilà, donc c'est peut-être un truc aussi novateur. Mm. Comment ça s'est passé à ce Comment ça moment-là, s'est cette passé? transition? Tout le Ouais. mécanisme. Donc moi, j'étais prof depuis 11 ans, en fait, donc assez installée. J'étais très contente de ce que je faisais. Là encore, ça avait du sens, la transmission, tu vois, et puis l'élévation des enfants. Et en fait, on m'a proposé, je te passe les détails, on m'a proposé un autre projet professionnel autour de l'enseignement que j'ai accepté. Et en fait, au bout de 2 mois, ça n'a pas pu se faire. Donc ça a avorté et je me suis dit, bon, bah ok, je vais attendre la rentrée prochaine pour reprendre mon poste. Ça, c'était dans le côté sociétal, c'est-à-dire la rigidité sociétale m'aurait dit, bah, ok, tu as tes allocations, t'attends et tu reviens. Non, là, je me suis dit, c'est Mm. l'opportunité de professionnaliser ma passion. J'ai pas réfléchi longtemps, je pense que ça m'a pris 2 semaines, en fait. J'ai Mm. immatriculé au bout d'un mois, je me suis immatriculée au bout d'un mois, et effectivement, je voulais là aussi tout de suite le domicile. Certains m'ont dit, bah, pourquoi tu n'as pas passé de CAP, pourquoi tu n'as pas fait des écoles d'art culinaire pour aller en restaurant, pour après décider. Non, non, je savais déjà que je voulais être à domicile pour cette proximité avec les gens, pour cette intimité, pour participer à des vrais moments de communion sincère, parce qu'au restaurant, tu as plein de tables différentes et les gens ne sont pas ensemble. Mm. Et effectivement, c'était quelque chose d'assez peu courant. Il y a une agence de référencement de chefs à domicile qui s'appelait La Belle Assiette, qui m'a fait faire un dîner test. Donc, je suis rentrée dans cette agence-là, qui a d'ailleurs créé en même temps que moi et qui a fermé depuis peu. Donc, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre ce qu'était ce métier, l'ajustement que tu devais faire dans les cuisines, l'ajustement des menus. J'adorais créer les menus. Je ne voulais pas faire une carte préétablie. Et donc, j'ai professionnalisé ma passion. Et effectivement, la question que tout le monde m'a posée, ils m'ont dit, mais est-ce que tu n'as pas peur de perdre, en fait? Parce que, tu sais, les artistes, quand ils font de la Mm. peinture, quand ils écrivent, quand ils dessinent, quand ils font du piano, ils se disent, ah bah tiens, je pourrais en faire mon métier, mais j'ai peur parce que justement, tu as un regard objectif. Tu vas avoir un rapport financier aussi, tu vas être payé Mm. pour ça, donc une exigence différente, peut-être moins de liberté. Et en fait, 10 ans après, je dis toujours avec une grande fierté que elle a été exponentielle, cette passion. C'est que parce que je sais que j'en ai fait mon métier, j'ai réussi à gravir les échelons de la passion pour en faire aujourd'hui quelque chose d'excessivement vibratoire. Ouais, tu ne le vis pas comme une contrainte, mais comme quelque chose que tu continues de créer, explorer au quotidien, Bien c'est sûr. ça? Alors, le business, l'entrepreneuriat est une contrainte. Donc, je ne dis pas que tout est facile parce que c'est Oui. très compliqué aussi de gérer. Mais sur le sens, le fond, elle est là. Et parfois, c'est difficile parce que la fatigue fait que tu peux aussi te poser des questions en disant, voilà, la passion. Puis tu te poses aussi beaucoup des questions sur l'entourage. Voilà, les gens qui gèrent quelqu'un d'excessivement passionné, c'est pas facile. J'ai souvent dit que la passion, c'était un vrai langage, que peu de gens pouvaient comprendre. Et j'ai besoin aujourd'hui d'être entourée de gens qui sont comme moi, peut-être dans l'excès aussi. Mais je trouve que c'est tellement une chance et un luxe, en fait, d'être passionné à ce point-là et encore plus d'en faire son métier. Et quand ça marche, que je me dis, bon, bah, même s'il y a des moments qui sont parfois aussi très difficiles, et on revient à cette idée de donner le meilleur quand on connaît le pire, Mm. il y a eu d'autres moments difficiles, bah voilà, je reste accrochée aussi à ça, qui m'aide, en fait, beaucoup, cette énergie-là brillante qui m'aide à remonter la pente quand je me sens plus bas.
Ah, c'est génial comme message et surtout, j'en ai beaucoup moi dans mes coachés qui sont là. Est-ce que si je vis de ma passion, ça va justement enlever ce côté passion et devenir juste une contrainte dénuée de sens? Et je pense que ce que tu dis, c'est que tout dépend de ton approche. C'est à toi Bien sûr, de faire en sorte que bien sûr. ta passion soit le moteur et Mm. qu'elle ne s'écrase pas sous la contrainte financière, sous la contrainte de l'entrepreneuriat, Bien sûr. etc. Mais j'ai envie de te dire, si je peux te couper, là encore, qu'est-ce que la passion? Les gens, il faut s'interroger sur ça finalement. C'est quoi? Si c'est juste un truc, voilà, un loisir que tu aimes bien, mais tu dis, ouais, je suis passionné. En fait, c'est quand tu bascules de l'autre côté que tu te rends compte de ce qu'est une passion. Parce que Mm. finalement, c'est facile de dire, oh, bah, je suis passionné de dessin, je me pose sur mon canapé, je vais à Paris, je dessine, etc. Ah, j'adore, ça me fait vibrer. Mais en fait, je pense que c'est vraiment quand tu la professionnalises que tu comprends qu'elle est vraiment là. Et donc, à l'inverse, Ouais, si à la fin, tu ne te sens pas bien parce que tu l'as professionnalisé, ça veut peut-être dire que ce n'était pas une passion. ouais, Tu vois, que c'était mais, pas là, mais ouais. après, c'est compliqué et tu as peur. Et ces peurs-là, elles sont complètement légitimes parce que bien sûr, ça enclenche aussi des contraintes bah, voilà, logistiques, financières, de famille, d'entraîner les gens là-dedans. Donc, je comprends qu'elles aient peur. Moi, pour être honnête avec toi, et quand je le dis de manière excessivement sincère, je ne me suis jamais posé cette question. Jamais. Ouais. Quand je me suis lancée, je me suis pas dit, est-ce que ça va là? C'est les autres qui m'ont renvoyé ça. Et après, c'est les autres qui renvoient leur propre peur, leur propre Mm. frustration, on le sait bien. Mais je ne me suis jamais ni posé la question que ça allait marcher, ni que j'allais perdre cette flamme, ni que j'allais m'ennuyer. C'est venu vraiment comme un signe de l'univers. Voilà, je le dis. Là encore, je fais un peu mon coming out sur le côté un peu perché, mais c'est ça. Donc Et c'est tu pour ça l'avais toujours en qu'aujourd'hui, toi, tu vois, parce que du coup, tu as quand même fait d'abord l'enseignement. Quand est-ce que ce truc de cette passion de de cuisine, elle est fou. venue et quand est-ce que tu t'es dit, ah, je Oui, sais ça je qu'un jour, je l'avais. me lance? Alors, ça, je l'avais parce qu'effectivement, j'adorais recevoir à la maison. C'est moi qui faisais tous les Noëls, les anniversaires. Et déjà, j'avais cette patte créative. C'est-à-dire que j'aimais créer. Et j'avais le côté événementiel. Tu vois, je faisais ma table, je réfléchissais à une thématique, à des couleurs. Donc, j'avais déjà tout ce côté-là. Et d'ailleurs, mes élèves voilà, s'interrogeaient toujours. Ah, c'est quoi votre repas de Noël? Mes collègues se foutaient de moi parce que bah, mon repas de Noël était pris en octobre dans ma tête. Et ils se disaient, ah bon, ok. Donc j'avais déjà ça, j'adorais. Mon papa est un très fin cuisinier, il m'emmène dans des beaux restaurants. Donc c'est lui, c'est pas côté maman, côté grand-mère, hein, c'est un homme là Ouais. qui m'a appris la cuisine. Je le dis parce que ça aussi c'est assez atypique pour le coup. Et mais j'ai jamais pensé en faire mon métier. Jamais, en fait. J'ai d'ailleurs des élèves qui m'avaient dit, bah voilà, pourquoi vous passez pas un CAP à côté, ou des copains qui m'avaient dit, bah passe un CAP un peu en mode comme ça pour le faire. Non, ça me tentait pas, je ne faisais pas le lien. Et c'est vraiment, en fait, ce moment-là où le projet n'a pas pu aboutir, que j'ai vraiment senti, mais comme un élan, vraiment comme un langage intérieur, je me suis dit, bah, ok, la question ne se pose pas. C'est maintenant, en Ouais. fait. Et finalement, merci. Ah, c'est génial. Et je rebondis sur autre Ouais, chose. Donc, tu as dit, tu n'as pas fait de formation. Non, rien. Autodidacte. Euh, je suis un peu comme toi. En tout cas, donc, quand j'accompagne par exemple des gens dans le coaching qui sont vraiment passionnés et qui disent, ah, faut d'abord que je fasse faut que d'abord je fasse ma formation avant de me lancer, etc. J'ai envie de dire, mais si tu as déjà une passion et déjà des trucs à partager, fais-le sans te former. Toi, comment du coup ça s'est passé cette transition? Parce que du coup, tout le monde dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime sans formation? Ah là 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 là, ce Voilà, tu as syndrome. dû passer par là, je pense. Ouais, bien sûr, Euh, bien sûr. quelle a été ta posture? Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as réussi justement à te lancer sans formation, alors que dans la tête des gens, il faut une formation pour devenir chef cuisinier, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Alors là encore, je pense que j'avais une foi en moi et peut-être une certaine assurance en moi. Pas une arrogance parce que c'est pas ça, mais d'avoir la foi de me dire non mais en fait tu sais tellement que ce que tu aimes faire ça, que finalement tu arriveras à donner le change et tu arriveras à transformer finalement cette incompétence ou ces lacunes techniques, tu arriveras à donner autre chose à la cuisine. Alors, bien sûr, moi je le dis encore aujourd'hui, je ne sais pas lever un filet de sol, il y a plein d'aspects techniques que je ne sais pas faire. Quand je découpe, je ne fais pas le truc hyper vite comme on le voit à Top Chef parce que je ne sais pas faire et je ne l'ai jamais appris, mais c'est pas grave. Et j'ai compris en fait qu'aujourd'hui, j'arrivais à déconstruire en fait la cuisine pour apporter ma patte, mon identité. Donc bien sûr qu'au début ça a été compliqué. Quand j'ai fait le dîner test en fait à la Belle Assiette, je me suis dit bah ils vont me tacler sur le fait que bon. Et en fait
La cuisine, c'est quelque chose de très libre. Donc, quand en plus tu décides d'en faire ton business, que c'est toi ton propre patron, je vais pas aller me mettre en danger. Je vais pas aller proposer des choses aux clients que je ne sais pas faire. Donc, je peux réajuster. La problématique, c'est si je travaille avec des gens qui me demandent d'être parfaite, irréprochable en termes de technique. Et là pour le coup, je ne saurais pas faire. Donc, j'ai été jugée, évidemment, beaucoup. J'ai été jugée par mes pairs, PAIRS, qui se sont dit, mais comment ça se fait qu'elle se lance alors qu'elle a rien? J'ai d'ailleurs des gens parfois qui me posent même la question, tu as passé ton CAP en quelle année? Tu as fait Ferrandi en quelle année? Sans partir du principe qu'à aucun moment, je n'ai pu passer par cette Ouais. étape-là. Mm. Et en même temps, c'est très drôle parce que moi qui étais dans l'enseignement, j'ai fait passer des diplômes. J'ai accompagné les enfants à passer des diplômes. Donc, j'étais dans un cadre très scolaire, dans un cadre très académique. Et comme si j'avais besoin de tout envoyer valdinguer, je me dis, non, aujourd'hui, j'ai pas besoin. Alors, pour répondre à ta vraie question, à quel moment je me suis sentie bien? Même encore maintenant, c'est compliqué. Ça fait Ouais. 10 ans. Et il s'avère que là, j'ai la chance d'être amie avec des meilleurs ouvriers de France qui sont, eux, dans des cadres techniques quasi parfaits. Que si un jour je suis dingue, j'aimerais passer ce concours-là. Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment me mettre à niveau. Mais je passerai une année entière à me remettre à niveau. Euh, mais aujourd'hui, ça ne me manque pas. Et en fait, c'est avec les années où tu te sens aussi légitime, ce syndrome de l'imposteur. Mm. Je pense que je l'ai toujours en moi, mais j'arrive à le contrecarrer avec les expériences que je fais aujourd'hui, avec cette maturité aussi qui grandit, parce qu'en fait, tu mûris au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de tes prestations, au fur et à mesure de tes challenges, en fait. Et je me dis que j'ai des fiertés aussi, tu vois, j'ai sorti 2 bouquins, j'ai été bosser au Festival de Cannes, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui me font confiance et qui sont dans le milieu et qui me disent, Virginie, ce que tu fais, c'est bien, c'est beau, c'est bon. Donc, c'est les autres aussi qui me renvoient cette image que je Ouais. suis à ma place. Donc, on revient toujours aux autres. Ouais. Non, mais c'est top. Tu envoies encore une fois un beau message, je trouve, à ceux qui disent qu'il faut absolument se former, qui est que tu peux vivre de ta passion sans formation. Forcément, tu peux pas tout faire, donc ça dépend de tes objectifs. Tu peux pas, Bien comme tu sûr, l'as dit, ça devenir dépend de meilleur tes ouvrier de objectifs. France, Bien sûr, etc. comme Mais ça, tu peux bien quand sûr. même largement vivre de ta passion, avoir quelque chose qui tourne Bien sûr. et Mais kiffer ton parce que quotidien. pour le coup, tu donnes autre chose. Si, Hmm. si tu rentres dans un cas, enfin, je veux dire, tu lances un truc, tu dis, OK, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas faire ci, etc. Mais derrière, tu ne fais pas attention à tes clients, tu ne communiques pas, tu ne donnes pas de ta personnalité. Après, c'est lié aussi à ta personnalité. Je sais que moi, j'arrive peut-être à combler toutes ces lacunes par ma créativité. C'est d'ailleurs Hmm. quelqu'un un jour qui me l'a dit du métier, un grand du métier qui me l'a dit, qui m'a dit, en fait, moi, j'ai coché toutes les cases depuis 15 ans. Je le raconte souvent parce que c'est beau. Lui, il a tout fait. Il a fait le CAP, le BEP, il a monté son restaurant, il a fait de l'étoilé, il a été dans les palaces. Enfin, tu vois, il a vraiment gravi tous les échelons. Et à la fin, il s'est retrouvé, il travaillait à Matignon. Bon, voilà, mais c'était il y a Hmm. longtemps. Et du coup, il a travaillé au service de la République. Et en fait, un jour, il me dit, c'était il y a 6 ans, il me dit, mais en fait, Virginie, toi, finalement, tu as comblé tout ça avec ta créativité, avec ta liberté, avec l'amour des autres. Et finalement, les clients et la cuisine, on ne sait pas laquelle est la plus vraie, en Hmm. fait. Finalement, ta cuisine, c'est peut-être la vraie cuisine. Moi, la cuisine que je fais en sachant très bien couper ma brunoise, c'est peut-être pas la vraie cuisine. Tu vois, donc Hmm. là encore, le curseur, il faut juste savoir où est le curseur. Puis c'est tellement une question subjective, c'est une question de philosophie de vie, de ce que tu transmets aux autres. Moi, ma priorité, c'est effectivement ce qui nous lie avec tous les grands, c'est travailler la saison, travailler des bons produits, donner du bonheur aux gens, en fait. Tu vois, Hmm. donc si ma brunoise, elle est moins carrée que celle, le 3 étoiles, moi, je donne aussi du bonheur aux gens avec mes assiettes et je fais participer à une belle expérience gustative. Donc c'est sur ça, en fait, maintenant que je... Mais et là encore, c'est un travail d'année. Il y a 2 ans, je t'aurais pas dit ça. Il y a 5 ans, je t'aurais pas dit ça. Il y a 7 ans, Hmm. je t'aurais pas dit ça. Mais c'est rester ouverte, en fait. Rester ouverte et rester curieuse. Je me suis beaucoup formée, peut-être moins sur la technique, mais plus sur les produits, les artisans, les textures, la vaisselle, les couteaux, tu vois. Donc, Ouais. qui font qu'aujourd'hui, j'ai une expertise différente, mais qui est quand même une expertise. Non, et puis pour résumer, en fait, tu l'as dit, ce qui compte, c'est pas tes diplômes, c'est le résultat client. C'est-à-dire, Ben,
le client, qu'est-ce évidemment. qu'il perçoit? Le client, il n'en a rien à faire de ton diplôme. Lui, ce qu'il veut, c'est Exact. le résultat. Est-ce qu'il me correspond? Est-ce qu'il est bien ou pas? Et Bien à partir sûr. du moment où le client est satisfait, bah, ça suffit, quoi. Mais tu sais que personne, en 10 ans, ne m'a jamais posé la question au moment de me booker, vous avez quoi comme diplôme? Jamais. C'est ce C'est que je fais dingue. aussi comme réflexion aux coachs qui veulent absolument une formation. Parce que, en gros, dans le coaching, il y a les formations reconnues par l'État et celles qui ne sont pas reconnues par Mm. par l'État. Et globalement, je crois que c'est pas la première fois que je crache dessus sur le podcast, donc je me permets encore. Mais les formations reconnues par l'État ne sont pas les meilleures. Donc moi, je ne les recommande pas. Et je Ah fais oui. toujours cette réflexion, mais personne ne m'a jamais demandé c'est quoi mon diplôme. Mais personne, Mm. même pas si j'ai un diplôme, etc. Et tout comme quand Mm. tu vas chez un médecin, un ostéopathe, un n'importe quoi, alors il y en a qui l'affichent dans leur cabinet tout fier, mais tu vas pas demander au Non, fait, est-ce que tu es diplômé de la meilleure des écoles? Est-ce c'est que tu vrai. es vraiment C'est diplômé? vrai. À partir du moment où tu as le résultat, en fait, tu fais confiance et tu y vas. Bien sûr. Mais Et ça, c'est très c'est un français, réflexe en de fait. salarié. En fait, c'est un Ouais. réflexe de patron salarié. Effectivement, quand Mm. tu postules, on te demande ce que tu as fait, etc. Et ça, c'est normal. Mais par contre, quand tu lances ton business, je pense que les gens inconsciemment se disent, bon, ils sont les entrepreneurs sont suffisamment responsables pour que s'ils lancent un produit, un projet, bon, bah, ils savent que derrière, ils ont les épaules pour que nous, on soit satisfaits. Parce que quand tu Mm. lances un entrepreneuriat, bah, tu sais que la priorité, c'est le client. Les gens qui disent, ah oui, tu es libre, tu n'as pas de patron. Non, ton patron, c'est le C'est le client. client, Mm. en fait. Donc, c'est Exactement. pour ça que tu fais tout pour que le client soit satisfait. Et après, ça passe par différentes choses. Moi, tu sais, je suis très concurrencée dans ce milieu-là. Et j'ai des gens qui ont fait Ferrandi, qui ont un CAP, mais qui travaillent moins que moi. Tu vois, parce qu'ils sont peut-être moins ouverts, parce qu'ils sont focus justement par ah, je suis le meilleur des chefs, et puis du coup, bah, ils sont moins à l'écoute des clients, ils sont moins sympas, ils sont plus. Enfin, tu vois, peu importe, mais moi, je vois bien la différence entre l'expérience que j'offre et celle que pourraient offrir des gens qui sont plus fermés, en fait. Tu sais, Bocuse disait il y a deux qualités pour être un bon chef, c'est la curiosité et la créativité. Et moi, je rajouterais la générosité et l'ouverture, parce que c'est ça aussi. Donc après, bon bah moi mon filet de sol, je demande à mon poissonnier et j'ai des très beaux filets de sol et c'est pas grave. Voilà. Ah, super. Il y avait une autre question, je vois le temps qui défile, que je voulais te poser. Ouais. C'est par rapport au réseau. Ah oui, D'un point de vue je l'ai extérieur, vu. tu Ouais. as un sacré réseau. Je pense que c'est, bah, tu l'as dit, t'aimes bien l'humain, tu aimes bien créer des Mm, relations. Du coup, c'est quelque chose que tu as dû nouer. Moi, je suis persuadée que le réseau, quand tu es entrepreneur, c'est ultra utile. Et même mm, quand tu n'es pas mm, mm, entrepreneur, de manière générale, dans la vie, mm, le nombre d'opportunités que tu peux avoir grâce à ton réseau est mm. incroyable. Et du coup, j'avais une question à te poser. C'est quoi, toi, tes tips justement pour tisser un réseau solide? Comment tu as fait pour construire cet énorme réseau que tu as aujourd'hui? Alors j'ai noté des éléments, donc je te lis ce que j'ai noté et puis après je développerai. J'ai mis ne pas avoir peur de se confronter au regard extérieur, prendre le temps de s'approprier son offre dans un langage clair et convaincant et effectivement rester ouvert. Moi, ce réseau-là, je suis très fière de mon réseau. Voilà, ça je le sais, tout le monde m'en parle. Voilà, ça fait aussi faire venir des opportunistes, hein, parce que ça c'est aussi le pendant, hein, voilà, Ouais. des gens qui viennent que pour ton réseau. Mais mon réseau, je l'ai tissé et c'est un réseau très bienveillant. C'est un réseau qui me ressemble, c'est un réseau avec mes valeurs. Comment je l'ai fait? En prenant du temps, en passant des soirées et des soirées et des soirées dans du networking. Ne pas écouter ta fatigue, c'est très énergivore, mais on sait que c'est, il faut être visible, en fait. Donc, moi, je suis très visible sur les réseaux sociaux. Ça me prend aussi énormément de temps. Donc, j'ai sur Instagram, évidemment, une petite Laura qu'on embrasse très fort. Mais sur LinkedIn, c'est moi qui fais tout. Et c'est du temps. Et après, d'aller se confronter, en fait. C'est ça aussi, hein. Tu as plein de gens qui sont timides. Moi, il y a plein de gens à qui je dis, venez, 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 venez. Parce que maintenant, je suis invitée très souvent dans des trucs. Ah non, j'ai peur, j'ai pas envie, je sais pas quoi dire. Ok, mais à un moment ou à un autre, quand tu lances un business, pour aller parler de ce business, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas parce que tu vas acheter une pub sur Facebook. Non, les gens ont besoin d'incarnation. Voilà, ils ont besoin de parler avec la personne. C'est comme ça que tu génères de la confiance, en fait. C'est Mm. générer de la confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un bouche à oreille qui fonctionne très bien, parce que les gens qui me voient en soirée voient que bah, je suis comme ça, comme sur ma communication aussi, à la fois pro, rigoureuse, perfectionniste, mais en même temps un peu faux folle, très souriante, et j'aime connecter.
Voilà, donc j'aime me connecter et j'aime connecter les gens entre eux. Mais je ne vais pas te dire que c'est utile le réseau. Je vais te dire que c'est le premier ingrédient de réussite pour un entrepreneur. Ouais. Et que, alors, tu as évidemment ton talent, ton travail, mais moi, je te le mets à 50-50, hein, même Ouais. 60-40. Et justement, t'as des petits tips, toi, comment tu fais pour briser la glace? Tu arrives dans un événement de networking. Euh, Comment tu arrives à briser la glace avec Ah, des inconnus? Est-ce que tu as des petits alors, tips? bah après, le problème, c'est que c'est ma personnalité, c'est que moi, je suis hyper à l'aise avec les gens. Donc, j'ai pas, enfin, T'arrives, salut, ça va, c'est quoi ce poste? oui, ça va. Déjà, je m'interroge, enfin, j'interroge les autres. Voilà, je pense que de poser des questions aux autres, je les mets à l'aise. En fait, je me mets à l'aise en mettant les autres à l'aise. Donc, on revient toujours à l'idée que j'aime les gens. Et effectivement, je leur pose des questions. Après, on discute. Alors, je suis pas là à dire qu'est-ce que tu fais. Enfin, j'essaye de poser des questions un petit peu plus profondes. Voilà, comment tu te sens? Quelle est ton humeur d'aujourd'hui? Voilà, pareil. Moi, j'aime bien poser cette question. C'est quoi ton humeur d'entrepreneur aujourd'hui? Aujourd'hui, là, sur le côté networking, tu viens, tu as une coupe de champagne à la main. Ok, c'est quoi ton humeur? Comment tu te sens? Voilà, quelle a été ta journée? Tu vois, plutôt que de dire, ah, tu fais quoi? Ah, t'es expert comptable? Ah, c'est quoi expert comptable? Ah oui, c'est les chiffres. OK. Toi, tu fais quoi? T'es coach? Ah oui, t'es coach de quoi? Tu vois, donc, bien sûr, les étiquettes, c'est important, les étiquettes. L'identité, c'est important. Mais je trouve que le feeling et là encore, le rapport de rassurer, en fait, rassurer. Mm. Tu as plein de gens en networking, honnêtement, qui sont flippés, hein. Tu as des gens qui pitchent, qui sont flippés. Voilà, qui sont là, tu les sens tout tremblotants. Et moi, ça me fait de la peine parce que moi, je suis hyper à l'aise. Et donc, dans ces cas-là, bah, c'est vers ces gens-là que je vais, justement, pour les. Donc, moi, je n'ai pas besoin de briser la glace parce que je suis à l'aise, mais je vais aider les autres à le faire, À le faire. effectivement. Et c'est Ouais, en souvent moi aidant qui les autres, crée. tu crées encore Bah plus ton en réseau. fait, en général, dans le networking, c'est moi qui crée le petit groupe, qui anime le petit groupe, et puis après, qui met à l'aise, en fait. Et c'est pour ça que Mm. les gens me disent, voilà, à ton contact, on a une énergie dingue, on a envie justement de déplacer les montagnes parce que j'ai ce travail où je me connais. Tu vois. Ouais. Alors après, c'est travailler aussi quand tu prépares une soirée networking, c'est peut-être d'aller regarder qui l'organise pour, tu vois, savoir de quoi on va parler, de préparer un petit pitch, effectivement un truc un peu drôle, tu vois, plutôt que de faire un truc carré, structuré, formaté. C'est de trouver une petite anecdote, de raconter une anecdote, voilà, c'est ça. Mais après c'est sur le moment, quoi. C'est compliqué ça. Ouais. Mais par contre, c'est sûr que c'est clé. C'est un élément Mm. clé et sur lequel tu ne peux pas transiger. Si tu dis ah, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je suis fatiguée, c'est une chose. Mais moi, j'ai eu plein de moments où j'avais des prestats. Moi, en plus, je travaille aussi souvent le soir, hein, mes prestats en journée. Enfin, c'est des choses qui sont physiques, hein. Et donc, ça m'est déjà arrivé de faire une presta le midi et de faire un truc le soir, ou à l'inverse, d'avoir un networking le matin et d'avoir une presta le soir. Et donc, du coup, de faire une amplitude de ouf. Ça paye, ça Ouais. paye. Les Et tu as fait efforts payent. partie, t'as fait De partie groupe. d'ailleurs de réseaux hein, d'entrepreneurs type BNI ou autre. Alors, BNI, j'ai jamais. Alors, on m'a beaucoup invité en BNI et j'ai jamais adhéré vraiment parce que, alors, moi, de me lever enfin, d'être à 7 heures du matin, C'est ça me tôt, gêne hein. absolument pas parce que moi, je suis une lève-tôt et pour en avoir fait beaucoup, quand tu fais les réunions de 7 à 9, moi, je sors à 9 heures, je suis plein pot, quoi. Je suis tellement Ouais. remplie d'énergie en voyant tous les gens que, du coup, je trouve ça hyper efficace. Ma seule complication, c'est la régularité. C'est la vraie régularité parce que moi, je n'ai pas des semaines comme les autres. Mm. Donc, du coup, si je dis, OK, le réseau BNI, celui-là, mon groupe, il est le mardi, bah, OK, mais moi, le mardi midi, je peux bosser. Et donc, si je bosse le mardi midi, je ne peux pas être entre 7 heures et 9 heures en train de vous écouter parce que moi, je vais faire mon marché, parce que je suis en prod, parce que je suis déjà chez le client, parce que je suis sur la route. Et que du coup, comme je suis dans l'événementiel, c'est tellement fluctuant que je n'ai pas pu m'engager toutes les semaines sur un truc. Mm. Par contre, je suis dans Dinabaye, et j'étais même dans Optime Réseau parce que c'était plutôt tous les mois, c'était des déjeuners et c'était pas obligatoire. Tu n'y allais que. Alors, effectivement, tu te dis que plus tu y vas, plus tu noues des Je contacts. sais. Mais Dinabaye, par exemple, moi, ça me convient très bien. J'y suis depuis 6 ans parce que c'est des moments, c'est en général, c'est des matinées, c'est 9-12. Donc, ça, c'est des matinées qui sont hyper efficaces. Et puis, bah, voilà, après, tu sais si tu peux y aller, tu t'inscris pas. Mais en tout cas, si tu n'y vas pas, tu n'es pas obligé de te faire suppléer, tu ne te fais pas taper sur les doigts. Voilà. Mais par Mm. contre, pour ceux qui ont un emploi du temps fixe, je leur dis que BNI, c'est extraordinaire. Ouais. Même si ça coûte cher.
Mais je sais que voilà, ça marche, le fait de rencontrer des gens, le fait de faire des rendez-vous, le fait de pitcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est ça qui fait qu'aussi les gens te connaissent et sont capables de te recommander. Parce qu'on en revient à la même chose, créer de la confiance, générer de la confiance pour générer de la recommandation, pour après que tes prospects, tes clients deviennent tes ambassadeurs, en fait. Mm. C'est Ouais. ça. Et c'est tout un écosystème. C'est un écosystème. Et en fait, là, tu vois, on en revient à dire, bah, c'est pas Virginie seule avec sa petite passion. Non, non. Mm. Il faut s'ouvrir au monde et comprendre que bah, pour exprimer ma passion, bah, il faut que j'ai des gens à qui l'exprimer. Ouais, ça c'est C'est sûr. tout bête. C'est tout Mm. bête. Ultra intéressant. J'ai noté plein de trucs qui seront être du coup sur la Merci. plateforme en ligne pour le résumé de l'épisode. Plein de belles choses. Je vois le temps qui défile. J'aime bien finir l'épisode de podcast, c'est le concept du podcast d'ailleurs, par une question de coaching que les auditeurs vont écouter en marchant. Et du coup, Mhm. est-ce que tu aurais justement une petite Oui. question de coaching pour réfléchir à, je sais pas, comment remettre du sens dans sa vie, une question que tu aimes bien te poser peut-être toi, pour nos auditeurs? Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question que j'ai notée, c'est pour vous, vraiment, c'est quoi être libre? Excellente cette question. Voilà. Est-ce que c'est enfin voilà, est-ce que c'est très philosophique, hein, mais c'est quoi être libre? Est-ce que c'est l'absence de contraintes ou est-ce que c'est justement se démener dans l'absence de contraintes? Après, hier, j'ai fait un déjeuner avec quelqu'un qui m'a dit que finalement, la contrainte, c'était la manière dont toi, tu avais à la gérer. Mais si c'est une contrainte que toi, tu as choisie, finalement, c'est pas une contrainte. Que tu acceptes cette contrainte, c'est pas une contrainte. Tu vois, donc est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose Le type d'extérieur? Voilà, extérieur. pour moi, c'est qu'est-ce que la liberté? Ouais. Et Voilà. j'adore les débats philosophiques comme ça, donc on Ah, va mais juste oui, moi prolonger aussi. avec une petite question. Tu penses qu'on peut avoir justement une vie sans contrainte? Non. Et je pense qu'une vie sans contrainte, c'est une vie qui n'est pas stimulante. Voilà. Je pense que c'est comme en fait les histoires de vacances. Les gens qui disent, ah bah, si je gagne au loto, j'arrête de travailler. Bah, en fait, les vacances, c'est quand tu as travaillé et que tu t'octroies ce petit moment d'oxygène. Mm. Si tu es toujours en vacances, bah, tu seras blasé d'être en vacances. Tu n'auras pas la même appétence et le même plaisir, tu vois. Donc, je me dis qu'en fait, d'avoir des contraintes, bah, c'est ça aussi qui te permet de te dire, OK, c'est dur, mais je vais réajuster ma vie pour ne pas avoir de contraintes. En fait, je pense que moi, ce qui me fait kiffer, et c'est ça, c'est peut-être là où je suis un peu maso, mais c'est le combat, en fait, c'est la quête en Mm. permanence. Je pense que tu ne te découvres vraiment, toi, personnellement, que quand tu es en confrontation. Donc, avoir une vie sans contraintes, moi, j'y crois pas. Parce que tu as la contrainte extérieure, tu as tes enfants qui réagissent, tu as ta famille qui réagit, tu as tes clients, tu as la contrainte de la société. Enfin, je veux dire, en fait, tu n'as de prise sur pas grand-chose finalement. Mm. Donc après, la question, c'était peut-être de te dire, est-ce que toi, tu as envie de t'enlever un maximum de contraintes pour te sentir bien? C'est peut-être ça. Donc Ouais. après, c'est à toi d'identifier quelles sont tes contraintes, de travailler sur ces batailles-là, et puis de trouver les meilleures solutions possibles pour qu'elles s'amenuisent. Mais Mm. après, une vie sans contrainte, je pense que ça n'existe pas. Ouais. Et Non, ce n'est mais je pas suis à peu grave. près comme toi parce que, tu vois, on reprend l'exemple des vacances. T'as pas de contraintes et pourtant, je pense que c'est peut-être là où toi, tu t'en mets le plus, en fait, tes contraintes intérieures. Ah, il faut absolument que je fasse plein de trucs. Ah, il faut absolument que je me repose. Mm. Ah, il faut absolument. Donc, je pense que si la contrainte ne vient pas de l'extérieur, finalement, tu finis à un moment donné par te la mettre Mais oui, de oui, l'intérieur, très certainement. mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement Ouais. d'accord. Mais du coup, c'est voilà, comment faire? En fait, comment faire pour être complètement libre? Parce que c'est ça, tu vois, Mm. ce fameux lâcher prise, en fait. Ouais. Parce qu'on sait qu'en vacances, voilà, moi, je suis une hyperactive, soit pour le boulot, soit pour, voilà, j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de me nourrir, tu vois, en permanence. Ça aussi, je pense qu'il y a un travail psychanalytique à faire derrière. Mais je trouve que, enfin, tu vois, quand je fais le bilan de mes 10 ans et pour tous les entrepreneurs qui nous entendent et qui peut-être galèrent et qui ont peur ou qui se posent des questions, euh, je pense que ça fait partie du jeu, en fait. Tout ça, ça fait partie du jeu. Et que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu sauras que tu vas un peu, entre guillemets, excusez-moi d'être vulgaire, en chier. Ouais. Et c'est ça Mais en qui fait, fait tu partie choisis de... tes contraintes. Je pense que c'est peut-être ça Mais aussi oui, la différence. C'est que par exemple, tu veux peut-être être libre de travailler quand tu veux, mais en même temps, cette liberté, tu l'as au prix de la contrainte de bah, si je travaille pas, je gagne rien, par exemple. Donc, tu bah, vas bien avoir sûr. peut-être une contrainte financière.
Et c'est ce jeu-là que tu peux faire, avec lequel tu peux jouer, en effet. Mais C'est ça, quelle faut en avoir liberté et quelles conscience. contraintes je choisis. Ouais, mais il faut en avoir conscience. Mais c'est vrai que maintenant, quand même, on a arrêté d'idéaliser et de suridéaliser l'entrepreneuriat. Les gens qui veulent se Mm. lancer maintenant savent très bien que ça va être difficile, que ça va être Ouais. un parcours du combattant et que même s'il y a des success stories, voilà, moi, au bout de 10 ans, je suis contente de ce que je fais, etc. Bah, c'est pas encore, même encore aujourd'hui, c'est difficile. Mm. Parce que ce Ouais. qu'il faut leur dire, et après on arrêtera avec ça, mais je pense que ce qu'il faut leur dire aussi, c'est que c'est très bien d'avoir le rêve d'évoluer, de grandir, de s'accomplir et d'avoir du succès. Après, là encore, question, qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que réussir? Hein, réussir sa vie, réussir dans la vie. Bon, ça, on va arrêter sinon on en aura pendant 15 ans. Mais après, ce qui est difficile, c'est de rester. Voilà. Mm. Ça, je le dis aussi souvent, c'est-à-dire, ah oui, c'est bon, tu as ton réseau, tu as tes prestats, tu as ton bouche à oreille, tu es installé, tu as ta créativité, etc. Bah oui, mais qu'est-ce qui me garantit que j'ai tout ça encore dans 2 mois si j'arrête? Mm. Tu vois? Donc, c'est toujours continuer à pérenniser, à fidéliser, et puis à kiffer aussi. Il faut quand même continuer. Mais il y a une autre pression, tu vois, il y a une autre peur Mm. de se dire, bah ouais, peut-être que je peux redescendre la pente, en fait, parce que d'un coup d'un seul, on n'a plus envie de moi, on n'a plus envie de me connaître, on n'a plus envie d'entendre parler de moi, on n'est plus intéressé. Et donc, c'est Ouais. se remettre, en fait, en question tout le temps, Tout le tout le temps. temps, tout le temps. Mm. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est ça que Mm. j'adore. C'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut aimer les montagnes russes parce que rien Grave. n'est, contrairement au salariat, il n'y a rien qui garantit chaque mois, quoi. Grave, grave. Mais là encore, il faut le savoir. C'est pas Ouais. partir en disant ouais, ça va être génial, machin. Non, c'est les montagnes russes, Mm. financières et puis émotionnelles et puis de rencontres. Mais je trouve que c'est beau. Moi, Ouais. j'adore ça. Donc après, Ah, parce que c'est ce qui est c'est ce qui me génial. correspond. Mm. Voilà, mais c'est des personnalités, tu sais, les entrepreneurs. Il y a plein de gens qui Mm. me disent, oh, je voudrais avoir la même vie que toi. Bah non, parce que tu pourrais pas. Toi, tu fermerais au bout d'un mois. Parce que tu Mm. n'aurais pas tout ça, tu aurais peur, tu te diras, ah non, c'est trop dur. Donc, c'est aussi des tempéraments un peu endurants, quoi, comme les sportifs. Ouais. Voilà, Ouais. petit clin d'œil au JO, c'est ça. Exactement. Bah, merci beaucoup Virginie pour tous ces partages. On va devoir arrêter à un moment donné puisque normalement ceux qui nous écoutent sont censés le faire en marchant. Donc après ça leur fait des grandes randonnées. Génial, Où c'est est-ce qu'on canon peut ça. te retrouver? Alors, bah, moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram. Le nom de mon entreprise, c'est Communique Passion parce que j'adore communiquer ma passion. Et puis, j'ai quelqu'un qui va me faire mon site internet bientôt, Malora, et donc qui sera en ligne à partir de mi-septembre, normalement. Donc là, ce sera une belle plateforme pour montrer qui je suis, mon univers. Celui qui est là aujourd'hui, il était il y a 5 ans et je ne suis plus la même maintenant. Donc voilà. Ok. Mais on me retrouve, voilà. Tu tapes Virginie Legrand, Communique Passion, je suis partout. De toute façon, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Et un grand merci à toi, Merci à toi, Virginie. Ceux qui Alexandra. nous écoutent, restez bien jusqu'au bout pour la question de coaching avec la petite musique à méditer en marchant. Bon, bah, bonne journée à tout le monde et bonne journée à toi. Merci, Alexandra. Ciao, merci Virginie. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est la question de Virginie que je t'invite à te poser. Pour toi, c'est quoi être libre